le problème de la queue de bande. Alors maintenant, on va passer à la queue de bande, puisqu'il me reste quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe en queue de bande? En queue de bande, il se passe quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est que comme la bande quitte les cages les unes derrière les autres, on n'a plus le même modèle, évidemment. Chaque fois qu'on a quitté une cage, on n'est plus en prise sous la cage en question. Je suppose qu'il y a parmi vous, il y a des mécaniciens. Au lieu d'avoir de la poutre avec deux bouts tenus, on a une poutre avec un bout libre. Et les équations sont un peu changées. Elles sont même tellement changées que chaque sous-modèle devient un modèle instable. Alors que tout à l'heure, on était stable, sans régulation. Ça bougeait, mais c'était stable. Là, on est carrément instable. Bon. Alors ça, c'est très embêtant. Donc la première idée, c'est de dire, bon, c'est pas grave. On va mettre un régulateur pour chaque configuration de modèle, quoi. Quand on est sous les 5 cages, quand on est sous 4, sous 3, sous 2, sous 1. Voilà. Et puis comme ça va marcher. On va mettre un truc, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, on va faire un retour d'état, ça stabilise, c'est parfait, ça marche. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça commute. Et quand on commute des systèmes stables, on peut très bien fabriquer un système instable. Voilà. Là, c'est pas de chance. L'approche linéaire est perdue. Quand vous commutez des systèmes linéaires stables, vous pouvez très bien fabriquer un système instable. Voilà. Ça intéresse beaucoup les gens qui font de l'automobile, parce que quand vous commutez des ESP, des ABS et de la suspension active et tout ça dans n'importe quel ordre, vous pouvez faire retourner la voiture. Hein. Bon. Alors que chaque machin, indépendamment, est parfaitement stable. Donc, il y a quelques petits problèmes. Alors, il faut passer sur un truc un peu plus compliqué, et là, on passe à ce qu'on appelle la théorie des systèmes hybrides. Donc, c'est là où la partie recherche commence à devenir intéressante, parce que c'est ce qui nous amuse, nous. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment instable. Alors, excusez-moi, mais c'est en discret. Donc, la zone d'instabilité, vous voyez, c'est les valeurs propres qui sont plus grandes que 1. Hein. Le domaine de stabilité, c'est le cercle unité, là. C'est plus Bon, voilà, c'est tout. C'était juste pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que des systèmes hybrides? C'est des systèmes dans lesquels j'ai un mélange de continu et de discret. Et c'est le discret pilote ou pilote pas le continu. Enfin, le discret pilote le continu, mais le continu a une action sur le discret. Voilà. Tout ceci est mélangé, et vous ne pouvez plus faire... je fais mon graphe 7 d'un côté, mon diagramme de Bott de l'autre, et chacun ignore superbement l'autre. Là, c'est tout qui marche ensemble, et tout qui marche ensemble et qui commute, et commutant, l'un faisant commuter l'autre réciproquement, vous pouvez obtenir tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On sait faire un certain nombre de choses. Alors, on a étendu... mais là, on commence à approcher des problèmes de recherche. On a étendu le critère quadratique sur système linéaire à un critère polyquadratique, c'est-à-dire une somme de tenant compte. Alors, sigma, c'est l'indice du modèle qui est actif, hein, voilà, dans le système. Et on a un certain nombre de théorèmes qui disent que si on peut inclure des systèmes dans un polytope convexe, et puis si on a un certain nombre de conditions de positivité de matrices, donc des matrices définies positives, conditions qui s'appellent LMI, Linear Matrix Inequality, on peut assurer la stabilité. Alors, ceci étant, voilà, ça c'est le polygone, c'est le polytope convexe. Hein, chaque sommet c'est un modèle, c'est-à-dire c'est une matrice 5-5. Bon. Voilà. Donc vous voyez les petits dessins des polytopes, alors on les voit là, on voit des espèces de machins là. C'est des projections parce que vous êtes dans un espace à 5 dimensions, alors il faut faire des projections dans un truc à 2 pour essayer de voir quelque chose. Voilà, et voilà le résultat. Alors le résultat de tout ça, qui paraît bien compliqué, est quand même relativement intéressant. Sortie de la cage 1, je vous ai déjà dit tout à l'heure, la régulation sur la cage 1, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas grand-chose, parce que finalement, c'est le décentrement d'entrée qui crée tout. Donc, ce qui se passe... Alors, une fois que je suis ici, ça veut dire que j'ai quitté la cage 1. Hein, voilà, là, on est parti, c'est que le capteur ne donne plus rien. Hein, voilà. J'ai le décentrement de la cage 1, donc vous voyez, là, en rouge et en bleu, vous ne voyez pas la différence, puisque, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Là, vous commencez à voir ce qui se passe sur la cage 2. Sur la cage 2, vous voyez que sans régulation, la cage 2, vous voyez le décentrement qui continue à augmenter. Alors qu'avec la régulation, il se rapproche. Il commence à tendre vers le centre. Ici, ça n'a plus de sens. À partir de là, ça n'a plus de sens, puisque la bande a quitté la cage 2. Hein. Ensuite, voilà ce qui se passe sur la cage 3. Sur la cage 3, on a explosé sans... Ça y est, on est dans les rives, là. On est à 50 cm, on a atteint les rives. Donc là, on a venu taper dans les bords. Sur la cage 3, avec la régulation, ça marche. Alors, conclusion. Conclusion générale de l'opération. Première conclusion, si la première partie c'est de l'automatique classique, la deuxième c'est quand même un peu plus compliqué, on n'est pas loin des problèmes de recherche. Les systèmes dynamiques hybrides, ce qu'on appelle les systèmes dynamiques hybrides, c'est quand même pas si simple que ça. La solution marche, on n'a plus d'incident en fin de bande, hein, et elle marche tellement qu'ils l'ont brevetée.
Bon, on a découvert qu'il y avait un certain nombre de choses à faire derrière sur justement la robustesse des systèmes dynamiques hybrides, ce qui nous a permis d'initier avec ArcelorMittal, une thèse qui est cofinancée par ArcelorMittal et par la région Lorraine. Voilà. Alors sur l'automatique, bon, ça c'est pour vous faire plaisir ou pas vous faire plaisir, j'en sais rien. Il y a des gens qui pensent que les sciences et techniques industrielles, c'est du bricolage. Bah, vous voyez qu'on en est quand même relativement loin. Pour faire ça, il faut quand même un peu de mathématiques, un peu de physique aussi, parce que il faut quand même être capable au moins de discuter avec les utilisateurs, c'est-à-dire de comprendre les modèles. Si on n'est pas capable de les établir complètement nous-mêmes, il faut au moins être capable de comprendre ce que font les gens qui établissent les modèles. Bon, le gros problème aujourd'hui, effectivement, c'est cette maîtrise de la complexité et de l'incertitude. Et puis, je vous ai donné un exemple sur des laminoirs. J'aurais pu vous raconter des choses sur un tas d'autres sujets, passant par des trucs mécaniques, des trucs électriques et même dans le domaine des sciences du vivant. Alors maintenant, pour les enseignants, mais c'est surtout un message que je voudrais que les enseignants fassent passer aux élèves des classes préparatoires, c'est que les connaissances qui sont acquises en prépa peuvent servir à quelque chose. Contrairement à ce que certains bruits racontent, la règle de 3 n'est pas le seul outil de l'ingénieur. Je n'ai rien contre la règle de 3, ça sert bien pour faire établir des contrats et calculer les sommes, mais il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui travaillent avec autre chose que de la règle de 3. Donc finalement, ça peut leur servir d'apprendre un peu quelque chose. Alors ce que vous enseignez en prépa, effectivement, dans les sciences techniques de l'ingénieur, c'est utile, mais ce n'est pas tous les sciences et techniques de l'ingénieur. Oui, pour faire un système qui est quand même, je dirais, qui paraît au départ pas trop difficile. On dit un truc de laminoir, ça doit être connu depuis longtemps. Je pourrais vous raconter des choses sur le glissement, l'anti-enrayage sur les trains, quoi, par exemple. C'est aussi compliqué. Bon. Donc c'est pas uniquement du BOD et du graphset, quoi. Bon, ce qui est normal parce que ce serait pas la peine de faire 5 ans d'études supérieures pour uniquement mettre du BOD et du graphset si on était ingénieur. Donc il reste encore pas mal de choses à apprendre. Après, alors ça c'est pour nous que je dis ça. Si vous pouvez faire passer le message aux étudiants, parce qu'en général quand ils sortent de prépa, ils disent ça y est, c'est fini, enfin on est tranquille. Et pas de chance, ils ne sont pas vraiment tranquilles. Alors autant leur dire tout de suite si vous voulez, parce que c'est pas la peine non plus qu'ils s'imaginent qu'ils ont fini, parce qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre quand même. Voilà, merci de votre attention. Donc, Monsieur Dion, merci pour votre intervention. On va quand même se poser une ou deux petites questions, si certains ont... Voilà. Alors, Xavier ? En équation dans vos modèles où vous avez moyen de corriger votre modèle simplifié ou non simplifié, quoi. Dans la mesure où on sait ce qu'on a fait comme simplification. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé de type boîte noire. Si vous voulez, il y a plusieurs méthodes d'obtenir des modèles. Une méthode de type identification, j'envoie des échelons, des suites binaires pseudo-aléatoires, des machins là-dedans, puis je mets des équations et je ne sais pas trop ce que ça veut dire physiquement. Bon. Dans la mesure où on est parti d'un modèle de connaissance et où on a procédé par étapes, si vous voulez, pour simplifier, on peut remonter. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut mettre en cause soit la simplification perturbation singulière, en disant j'ai peut-être été un peu fort là-dessus, soit en disant j'ai bien vu qu'entre le modèle linéarisé et puis le modèle non linéaire, il y avait quand même un écart. Donc je sais qu'il y a un écart là, je l'ai vu. Bon, si jamais ça n'avait pas marché sur le modèle linéarisé, on serait revenu au modèle non linéaire. Le problème, c'est que si on attaque sur le modèle non linéaire, la mise en œuvre de l'automatique devient beaucoup plus difficile, parce que là, il faut commencer à attaquer avec des méthodes non linéaires pour trouver les correcteurs. C'est quand même beaucoup moins simple. La structure de la régulation dans le cas linéaire est très très simple. C'est un retour d'état, c'est une matrice de gains multipliée, quoi. Ça marche très bien. Donc, si vous voulez, on peut remonter, mais à la fin, si à la fin ça ne marche pas, je ne peux pas vous dire comme ça, c'est parce que parce qu'il y a sûrement des défauts qu'on n'a pas pris en compte, il y a sûrement des choses même dans la modélisation dite de connaissances qui ont été négligées sûrement, et puis il y a des mauvaises connaissances de paramètres. Donc si vous voulez là-dedans, d'où l'intérêt, c'est pas l'intérêt, c'est le fondamental de la robustesse en automatique. Faire des régulateurs qui ne sont pas robustes, c'est-à-dire qui sont sensibles à des variations de paramètres, vous les jetez. C'est clair, vous les jetez. Il y a eu un tas de régulations qui ont été installées industriellement où les gens débranchent les régulations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis la régulation en route. L'ingénieur était là, a mis la régulation en route, ça marchait impeccable. 2 jours après, ça ne marchait plus. Bon, ça ne marchait plus parce que c'était plus la même température, parce qu'il y avait un peu de frottement, parce que ceci, parce que cela. Donc, si vos régulations ne sont pas robustes, ce n'est pas la peine de chercher des performances dynamiques superbes, ça ne sert à rien.